Si on revient au système qui prévalait avant le traité de Maastricht, pour la France, sans doute, ça va mieux, parce qu'on sort d'un carcan dans lequel on a été mis par la volonté quasi frénétique de nos classes dirigeantes de nous aligner sur l'Allemagne. Alors qu'on n'est pas des Allemands. Notre société n'est pas une société allemande, elle ne fonctionne pas de la même façon. Donc on a besoin de faire de l'inflation. Structurellement, si vous regardez l'histoire du franc et du mark depuis la Seconde Guerre mondiale à peu près, il y a toujours au moins 2-3 points d'inflation en plus chaque année en France qu'en Allemagne. C'est à cause de la structure même de la société, de la structure du dialogue social dans notre pays. Ça ne marche pas de la même façon, c'est pas la même société, c'est pas les mêmes mentalités, il n'y a pas de cogestion en France, il n'y a pas non plus comment dire, une école monétariste quand même aussi forte, aussi déterminée dans les classes dirigeantes. Il y a une certaine tradition colbertiste qui s'accommode assez bien du keynésianisme. Donc on retrouve des marges de manœuvre et on peut essayer de commencer à fonctionner comme ça. Mais attention, si on est dans le cadre d'un financement sur les marchés, on va très vite buter sur un mur qui va nous être opposé, et à bon droit, consistant à dire, écoutez, je ne veux pas vous prêter parce que vous ne pouvez pas rembourser. La France actuellement, en réalité, est virtuellement en faillite. La dette publique, officiellement, c'est 85% du PIB ou à peu près. Bon, en réalité, c'est plus, puisqu'il va falloir couvrir, évidemment, les retraites des baby-boomers, qui n'ont pas été comptabilisées et qui peuvent être assimilées à une dette. Et donc, on va buter sur ce mur, et les marchés ne prêteront pas facilement à une France sortie de l'euro. Donc, à ce moment-là, soit retour à la case rigueur, austérité. C'est mécaniquement ce qui se passe si on revient au système qui prévalait, en gros, entre l'abolition entre la loi de 73 et Maastricht. Retour à la case austérité. Parce que nous serons pris sous les taux des marchés financiers. Autre possibilité, donc à ce moment-là, on ne veut pas de cette austérité et on passe sur la monétisation directe de la dette. Ce qui veut dire d'abord qu'on peut la relibeller en francs, ce qui est assimilable à un défaut. Ce qui veut dire que s'il y a défaut, on va avoir de très grandes difficultés ensuite sur les marchés financiers internationaux et d'une manière générale, même au-delà des marchés financiers, on va nous faire des difficultés pour le commerce international. Il va falloir le libeller en devises. Ce qui veut dire que nous sommes à peu près dans la situation finalement de l'Argentine, quand le système d'union monétaire qu'elle avait établi, alors je ne sais plus comment ils appelaient ça, c'était pas une union monétaire, c'était un alignement systématique de la monnaie argentine sur le dollar. Et c'était lié à un alignement, je crois, par rapport aussi à la monnaie brésilienne. Enfin, il y avait un système de pseudo-union monétaire qui avait été mis en place dans les années 90. Quand ça a explosé, défaut de l'Argentine, bon, eux, ils ont choisi de ne pas monétiser leurs dettes, ils ont choisi de dire à leurs créanciers, on vous réglera que 22 ou 23%, je crois, de ce qu'on vous devait, mais ça revient au même. Hein. Que vous régliez tout dans une monnaie divisée par 5 ou 20% dans une monnaie qui n'a pas baissé, ça revient au même. Hein, pour les créanciers, de toute façon. Bon. C'est la situation de l'Argentine. Voilà. Donc quand vous continuez à dérouler les scénarios possibles, vous voyez que ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, on va être obligé effectivement de dire non à ces forces, à ces mécanismes financiers qui nous compriment, parce que je veux dire, c'est ça ou la Grèce. Seulement le problème, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que le ça qui sert d'alternative à la Grèce, c'est l'Argentine. C'est l'Argentine ou la Grèce. Donc, est-ce qu'on peut dire non au marché financier? Oui, à condition d'accepter de faire comme l'Argentine. Qu'est-ce que c'est faire comme l'Argentine? Ils s'en sont pris plein la gueule. Ça a été très dur. Ça a duré 2-3 ans en enfer. Je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais
je crois qu'il y a eu un moment en Argentine, bon, donc je ne vais pas sortir de chiffres parce que je dirais des bêtises, je ne les ai pas révisés là, mais juste pour vous donner une idée, pour les gens qui ne connaîtraient pas l'histoire de l'Argentine, de la gravité de la situation, il y a eu un moment en Argentine où, juste un symbole, les Argentins n'arrivaient plus à manger de viande. Vous êtes dans le pays au monde, qui a la plus grosse, historiquement, la plus grosse production de viande par habitant, ils ne peuvent plus manger de viande. Voilà. Alors, ça dure 2-3 ans, et puis après, on a repris sa liberté. Alors ça a fait mal, je crois qu'ils ont dû perdre 30% ou 40% de leur PIB en termes réels, enfin ça fait très très mal, ça a été très dur. Et puis ensuite, ça redémarre très vite, parce qu'on retrouve des marges de manœuvre, parce qu'ils ont mis en place des mesures protectionnistes, parce qu'ils sont en train de redévelopper une industrie au niveau local, parce qu'ils ont eu aussi un coup de chance, qui est que leur agriculture a bénéficié de l'envolée des prix sur un certain nombre de matières premières agricoles. Bon, ça c'est une des choses drôles de la situation actuelle, c'est que les gens en fait qui se sont mis à distance de ce système bénéficient aussi de ces aberrations. C'est-à-dire que les États qui se sont donné les moyens, pour dire les choses simplement, de faire soit du mercantilisme à l'allemande, soit du colbertisme, comme les Argentins, bénéficient de l'imbécilité collective des marchés, puisque du coup, à chaque fois qu'il y a une bulle spéculative, comme eux, ils continuent à produire des choses, ils peuvent vendre ces choses plus chères. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire non, en synthèse, est-ce qu'on peut dire non au marché financier? Ouais, à condition d'accepter de s'en prendre plein la gueule, d'abord comme les Argentins, et puis ensuite à condition d'avoir le courage, collectivement, de se réorganiser et de repartir ensuite du bon pied. De toute façon, c'est ça ou la Grèce. C'est-à-dire, ou bien vous en prenez plein la gueule pour vous réorganiser et partir du bon pied, ou bien vous en prenez plein la gueule et vous vous réorganisez même pas et vous continuerez à en prendre plein la gueule. Voilà. Maintenant, la réalité de la France aujourd'hui. Est-ce que les Français aujourd'hui sont capables d'entendre ça et de comprendre ça? Les Français aujourd'hui, d'abord, ils sont vieux. Ils sont vieux. Je voudrais d'ailleurs juste faire une petite expérience. Est-ce que je peux demander aux gens dans la salle qui ont plus de 50 ans de lever la main? 1 sur combien? Combien on est? 40 50, bon, 40-50. Voilà. 1 sur 40-50. Voilà, ici, là. 2. Bon, okay. on va dire 2. On va dire 2. Combien, juste, est-ce que quelqu'un sait quelle est la proportion de personnes de plus de 50 ans parmi les électeurs qui vont s'exprimer le 22 avril, d'après les projections des instituts de sondage? Non? Combien? 25? 25? 35? Bon. D'après ce que j'ai en tête, il faudra vérifier, c'est à peu près 1 sur 2. Parce que, tout simplement, on est vieux. On est un peuple vieux. On est un peuple vieux. Et en plus, les jeunes ne votent pas. Ils ne votent pas parce qu'évidemment, ils n'y croient pas. Comme ils vont sur Internet, donc ils sont un peu mieux informés que leurs aînés, ils se rendent bien compte que on se fout un peu de leur gueule quand même, légèrement, quoi, à la marge. Hein. Bon. Voilà, donc quand vous avez un peuple où un électeur sur 2 est un quinquagénaire qui est surtout là pour faire en sorte que les choses durent autant que lui. Donc vous avez en gros les retraités de la fonction publique qui vont voter Hollande et sans le dire espérer que l'euro tient pour qu'ils puissent continuer à toucher leur retraite dans une monnaie non dévaluée. Et vous avez les retraités rentiers, les mecs un peu riches, issus du privé, qui vont voter Sarkozy pour la même raison. Et donc, la seule chose qu'on va faire en France dans l'immédiat, c'est qu'on va essayer, à mon avis, on va voir, hein, peut-être que les types du front de gauche qui veulent foutre le feu vont y arriver. Moi, je pense qu'ils ne vont pas y arriver, mais on va voir.
Mais s'ils n'y arrivent pas, eh ben on va continuer encore quelques années à essayer de faire en sorte que ça dure au moins autant que la génération du baby-boom. Voilà. Cela dit, la bonne nouvelle, c'est que quand on regarde les chiffres, ça ne peut pas durer autant que la génération du baby-boom. Donc ils vont s'en prendre plein la gueule à la fin quand même il y a une justice. J'ai jamais cru que la démocratie existait, en tout cas dans un pays comme la France. Pour moi, 1789, c'est la bourgeoisie qui dit à l'aristocratie, ôte-toi de là que je m'y mette. Point. 1793, c'est un type qui s'appelle Robespierre et quelques excités autour de lui à qui la bourgeoisie lâche temporairement la bride parce que l'aristocratie n'a pas l'air d'être très décidée à dire ok, je laisse la place. Donc on laisse les enragés s'exprimer. Vas-y, bien tué, bien zigouillé, continue, tu nous intéresses. Et puis quand en juillet 1794, Robespierre va à la Convention pour dire bon les gars, maintenant qu'on a repassé tous les aristos qui nous embêtaient, on va s'occuper des bourgeois qui nous embêtent. Et bien le lendemain, Robespierre, il fait 25 cm de moins. Voilà. Comme ça, au moins, on sait qui a le pouvoir en France, c'est l'avantage. C'est clair, c'est net. Bon. Donc, c'est voilà, c'est ce que j'en pense d'abord, c'est ça, c'est que c'est un théâtre d'ombre. Et à la limite, je ne veux pas dire que le système actuel en France montre les vices de la démocratie, parce que ce n'est pas une démocratie. Il montre simplement les vices d'un système de domination institué pour et par la bourgeoisie, autour des réseaux de la bourgeoisie. Non, ce n'est pas une démocratie au sens où, par exemple, la Suisse est une démocratie. Il y a une démocratie, actuellement, des pays qui me semblent, vu de loin, vraiment démocratiques, il y a l'Islande et la Suisse. C'est tout. Sinon, on a des plutocraties. Des pays où, en fait, c'est l'argent qui a le pouvoir, parce que c'est l'argent qui décide de qui peut ou ne peut pas se présenter aux élections et qui conditionne tellement fortement le déroulement des campagnes électorales qu'en pratique, je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils peuvent décider du résultat du vote à l'avance, à la virgule près, mais enfin, c'est pas loin, quoi. Alors, dans l'absolu, moi, je suis plutôt partisan de la démocratie. Je dis bien dans l'absolu et dans la théorie. Bon, parce que il me semble, hein, c'est d'ailleurs pour ça que je ne suis pas à l'Action française. Ça ne m'empêche pas de discuter avec les gens de l'Action française, mais c'est pour ça que je ne suis pas à l'Action française. Moi, il me semble qu'il y a un projet qui est plus grand et plus noble que la stabilité, et que, c'est mon opinion, que la stabilité de la monarchie. C'est bien la stabilité de la monarchie. Honnêtement, si on me donne le choix entre la démocratie bourgeoise et la monarchie, je préfère la monarchie. Déjà, c'est moins humiliant. C'est-à-dire que là, ce qui est dur actuellement, ce qui est vraiment très très dur, c'est de penser que l'élite qui est supposée me dominer, c'est Frédéric Lefebvre. Ça. Là, quand même, ils ont mis la barre très haut, quoi. Je veux dire, est-ce que vous imaginez juste une minute Sarkozy sur un cheval en train de dire « Ralliez-vous à mon panache blanc ». Dans ce compte-là, je préfère la monarchie, au moins ça a de la gueule. Maintenant, mon opinion personnelle, c'est qu'il y a un projet qui est plus grand et qui est de parvenir au point où chaque homme est élevé à la dignité de citoyen, où chaque chrétien est élevé à la dignité de la prêtrise,
et où, en quelque sorte, toute l'humanité peut un jour se réaliser en chaque homme. Bon. Alors ça, c'est de la philo, hein, c'est mon opinion, c'est comme ça que je le ressens. C'est-à-dire, c'est même pas de la philo, c'est de la religion, en fait, fondamentalement. Bon. Mais ça ne m'empêche pas, encore une fois, de porter un regard a posteriori plutôt positif sur la monarchie et sur ce qu'elle a fait et sur ce qu'elle a légué par rapport à ce que nous avons actuellement et qui me paraît vraiment dégueulasse, quoi. Ce qui me paraîtrait raisonnable, pour répondre à votre question, ce serait de prendre acte de l'état de la population et de mettre en place un régime, si vous voulez, de plébiscite. De plébiscite. Avec un pouvoir fort et un régime de plébiscite. On peut pas faire autre chose. C'est-à-dire un régime où on a un pouvoir fort qui prend les décisions à la place d'une population qui est totalement désorientée, totalement déboussolée, qui ne sait plus où elle va. Et puis ce pouvoir fort vérifie périodiquement qu'il n'est pas trop loin de ce que veut la population. Un régime de plébiscite. On ne peut rien faire d'autre, à mon avis, si on est dans le concret, le pratique de comment on peut redresser le pays une fois que toute cette niaiserie va se terminer dans l'effondrement et dans la catastrophe. Il y a deux thèses sur ce qui va se passer dans les années qui viennent. Il y a la thèse de mon ami Piero San Giorgio, dont la maison d'édition Retour aux sources a publié le livre. Et cette thèse-là, c'est que, en gros, tout s'écroule dans les ans qui viennent. C'est-à-dire que toute l'architecture logistique, productive, contemporaine, qui est effectivement un château de cartes, qui peut effectivement s'écrouler du jour au lendemain, elle s'écroule effectivement dans les 10 ans qui viennent. Ça, c'est sa thèse. Donc lui, il est dans ses montagnes en Suisse, et il a sa source, il a la cascade pas loin pour mettre la turbine électrique, c'est déjà prévu. Il est en autarcie complète, et puis il est à l'intérieur d'un pays qui ne fonctionne pas du tout comme la France, puisque eux, ils peuvent imaginer que tout s'écroule et qu'ils survivent. Pour nous, Français, c'est une perspective un peu plus difficile à avaler, parce qu'alors là, nous, ici, en région parisienne, j'aime autant vous dire que ça risque d'être, si ça se produit, quelque chose d'assez spécial. Bon, moi, j'y crois. On va voir, peut-être c'est Pierrot qui a raison, mais j'y crois pas trop. Je crois pas à cet effondrement brutal, instantané. C'est pas impossible, en particulier s'il y a des barjots quelque part qui déclenchent du jour au lendemain un triplement ou un quadruplement du prix du pétrole. Effectivement, ça peut assez vite, sur l'économie aujourd'hui, en état de fragilité où elle est, provoquer un truc, une catastrophe gigantesque, quoi. Mais j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Ce que je vois venir, à mon avis, c'est plutôt pour nous, Français, une sorte d'effondrement mou, lent, au fur et à mesure que, ce que je disais tout à l'heure, la génération du baby-boom va s'apercevoir qu'elle ne peut pas éternellement. Je veux dire que quand on jongle avec des grenades dégoupillées, à la fin, ça se termine mal. Hein. Donc voilà, ça va prendre un certain temps. Ça va être géré sur la durée. Et puis, les très grands systèmes fédérateurs humains, historiquement, ils ont une certaine capacité de résilience parce que quand ils commencent à s'écrouler, ils s'inventent des formes dégradées. Vous prenez par exemple l'Empire romain, il s'est écroulé une première fois en fait à la fin du IIe siècle. Il s'est inventé à travers le Moyen Empire une forme dégradée qui était le Bas Empire. Bon, en Occident, ensuite, cette forme dégradée s'est elle-même écroulée, mais il y a eu une forme dégradée. Vous prenez l'économie médiévale occidentale qui était fondée sur ce qu'on appelait, je crois, les essartages à l'époque, c'est-à-dire les défrichements. Entre le moment où l'économie en question, l'économie de défrichement, s'arrête,
et le moment où l'écroulement se produit, il s'écoule près d'un siècle. C'est-à-dire que le défrichement s'arrête vers 1250, et le véritable écroulement, c'est les années 1340-1350 à peu près. Entre les deux, il y a une phase de chute lente et de système dégradé, avec d'ailleurs, c'est amusant, des rognages progressifs de la monnaie. C'est-à-dire que là, au fur et à mesure que l'économie de l'époque se dégrade, parce que son moteur des essartages est tombé en panne, les pouvoirs de l'époque rognent les monnaies. Non. À mon avis, on devrait voir un truc plus rapide, mais un peu du même ordre. Quand une économie monde, si vous voulez, s'écroule, historiquement, parce que là, c'est ce qui se passe, à mon avis, là, c'est pas simplement ce qu'au départ, on pouvait croire que c'était, c'est-à-dire une réédition de 1929. À mon avis, c'est vraiment la fin d'une économie monde, d'un cycle pluriséculaire, au sens de l'historien Fernand Braudel. Si vous voulez étudier ce genre de phénomène, c'est un historien que je vous conseille. En général, ça se passe par des formes dégradées. Moi, je pense que c'est ce qui va se passer. Donc, je ne sais pas comment exactement. Je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense que ça va prendre du temps. Pom, pom, on va tomber comme ça, de palier en palier. Bon, jusqu'au moment, effectivement, il y a un moment où on touchera le fond, où ça ira tellement mal que là, on commencera à inventer des choses nouvelles. Mais d'abord, on va tomber comme ça progressivement. Alors, qu'est-ce que je fais à titre personnel? Je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux. Je crois que la formule clé par rapport à cette situation, c'est de se dire, voilà, je ne serai jamais prêt à 100% par rapport aux problèmes qu'on peut avoir. Mais déjà, si j'ai le choix entre être prêt à 1% et être prêt à 2%, eh bien, il vaut mieux être prêt à 2%. Donc, il y a des scénarios, effectivement, je ne les couvre pas. Par exemple, j'étais dans une conférence à Lyon récemment, et il y a quelqu'un, en gros, qui me demande, en substance, bon, suivant, s'il y a une guerre, qu'est-ce que vous faites? Si on est vitrifié par des frappes thermonucléaires, qu'est-ce que vous faites? Ben, je suis vitrifié. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde d'autre? Bon. Non, il y a des scénarios que je ne couvre pas. Mais simplement, ce que j'essaye de faire, c'est ce que je peux. Donc ce que je peux faire assez facilement, d'abord, c'est avoir un parcours de vie où je ne suis pas trop enfermé dans une voie unique. Aujourd'hui, c'est vachement dangereux de mettre tous ses œufs dans le même panier, parce qu'il y a des paniers qui vont commencer à être shootés à bout portant et sans crier gare. Donc, par exemple, vous avez un boulot, essayez d'en apprendre un autre à côté. Par exemple, moi, mes compétences sont du côté du plan comptable général. Je connais très bien le plan comptable général, mais enfin, malheureusement, on est très nombreux à bien le connaître. Et si jamais je perds mon boulot, si jamais ça tourne mal, ce n'est pas avec ma connaissance du plan comptable général que je vais m'en sortir. Donc, je m'auto-forme actuellement dans un domaine qui me correspond bien, en fait, qui est l'informatique. Juste pour avoir, éventuellement, dans le cadre du système, mais pas tous les œufs dans le même panier. Bon. Par ailleurs, j'essaye d'apprendre des petits trucs aussi. Alors, je n'ai pas le temps de faire tout ce qu'il faudrait, mais j'essaye d'apprendre des petits trucs pour avoir du travail manuel. C'est très important parce que y a des scénarios crédibles à brève échéance où ça sera plus important d'avoir un minimum de connaissances en jardinage que de bien connaître le plan comptable général, quoi. Bon. Donc déjà, ça c'est des choses que tout le monde peut faire, ça ne coûte pas beaucoup d'argent. Et c'est la première chose à développer et à acquérir, des compétences alternatives. Ne pas être enfermé, ne pas être tributaire d'un rôle que vous tenez dans cette grosse machine. Parce que la machine peut tomber en panne, elle va tomber en panne par bout. Si vous êtes dans un bout qui tombe en panne et que toute votre vie dépendait de ce bout, vous êtes mal. Alors que si vous étiez dans un bout qui tombe en panne, mais que vous savez faire autre chose, déjà ça va moins mal. Bon. Ensuite, ce que je fais, et ça aussi ça ne coûte pas beaucoup d'argent, c'est que je fais du réseau. J'essaye de faire du réseau, j'essaye petit à petit de bâtir autour de moi un réseau de potes avec lesquels j'ai des intérêts en commun et où c'est solide. C'est solide. C'est solide parce qu'on a acheté, par exemple, une terre en commun. Donc déjà, on est liés. Je veux dire, on ne peut plus se séparer les uns des autres parce que nos intérêts sont en commun. S'il y en a un qui coule,
qui sombrent dans l'alcoolisme après un licenciement et un divorce, les autres vont être obligés d'aller sortir de l'alcoolisme. Pas par une pulsion, une pulsion de bienveillance spontanée, pas parce qu'ils ont été convaincus par l'argumentaire de Jacques Attali sur l'apparition de nouvelles formes, comment il appelle ça déjà, d'altruisme. Il y a une formule là, attalienne, bon, ça m'échappe. Enfin, non, c'est pas des altruistes attaliens, les mecs, simplement comme ils ont la même terre et qu'il faut la cultiver, s'il y en a un qui sombre dans l'alcool, il ne peut plus cultiver la terre. Et tu nous emmerdes là. Nous, on a des sillons à creuser et t'es bourré. Bon. Et essayez d'avoir un réseau comme ça, qui tient, pas être tout seul. Il y a des mecs qui croient que le truc va s'effondrer et qu'eux, ils vont s'en sortir tout seuls, parce que d'abord, Rambo, en comparaison, c'était une tafiole. Ben, on va voir ce qui va se passer, si jamais ça tourne mal. Non, dans ces cas-là, c'est les solidarités charnelles, je dirais presque, concrètes, qui tiennent les gens. Donc ne pas être dépendant du système de par les compétences que vous avez, avoir des réseaux charnels de solidarité réelle qui tiennent indépendamment de ce système. Déjà, si vous faites ça, ça va beaucoup mieux. Puis après, vous avez le plus. Alors le plus, c'est effectivement... c'est vrai qu'avoir le permis de chasse, c'est pas mal. Pratiquer le tir, c'est pas mal. D'une manière générale, moi je dois dire que j'ai habité pendant longtemps dans une banlieue où j'étais dans une résidence genre classe moyenne, à 2 pas de résidence pour pauvres, enfin de résidence de HLM pour pauvres. Et je me disais en gros, pour l'instant tout va bien, tout simplement parce qu'entre eux et moi il y a des flics. Mais s'il n'y a plus de flics, je ne sais pas comment ça va se passer. Bon. Alors moi encore une fois, je ne veux pas la mort des gens, je suis vraiment le contraire d'un violent. Mais à un certain moment, quand je vois des Français qui sont dans l'esprit bisounours, qui caractérise notre époque et notre pays, et qui confondent un peu l'histoire des grands mouvements révolutionnaires avec celle de la saga des bisounours, ce qui est une confusion fréquente chez les mecs genre front de gauche, j'ai remarqué. Je me dis que si jamais ça se produit, il risque d'avoir une petite surprise. Ils vont descendre dans la rue avec leur vuvuzela pour faire peur au capital et ils vont tomber sur les bandes de banlieue. Bon, quand tu as dû avaler une vuvuzela de travers, après tu as du mal à... Voilà, non mais ça c'est des réalités, quoi, je veux dire. Donc c'est vrai que c'est pas mal quand même d'apprendre un minimum ce genre de choses. Bon, puis si on est en état physique, si on est jeune, moi à mon âge, ça y est, j'ai passé le cap, je suis déjà un vieux croulant, pas loin. Mais d'avoir un sport de combat ou un truc comme ça, je pense que c'est utile. Et tout ça, c'est des choses qui ne coûtent pas beaucoup d'argent. C'est des choses qui ne coûtent pas beaucoup d'argent, parce que souvent, ce qu'on me dit, c'est ce que vous recommandez, ça coûte de l'argent. Les gens qui me disent, qui ont entendu parler du bouquin de Piero San Giorgio, disent ça coûte de l'argent. Mais c'est parce qu'ils ne l'ont pas lu. Parce que s'ils l'avaient lu, ils se rendraient compte que 80% de ce que recommande Piero, ça ne coûte pas très cher. Après, il y a le 20%, effectivement, là, il faut de l'argent. Si vous voulez développer tout de suite, là, maintenant, une base autonome durable, ce qui est une expérience très intéressante, très instructive, et qui est d'ailleurs l'occasion de développer plein de compétences nouvelles, là, effectivement, ça coûte de l'argent. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Déjà, vous développez vos compétences, vous développez votre réseau, dans le sens que je viens de dire, et bon, vous gardez en état de vous défendre. Ça va bien, quoi. Déjà, ça va mieux. Bon. Après, c'est sûr que moi, quand j'ai été chez Piero, il m'a invité dans sa bad, en Suisse. Bon, c'est sûr que vous vous dites quand même que c'est pas mal. Il est dans une vallée qui est sécurisée par l'armée suisse. Pour aller chez lui en cas de problème, il faut juste traverser un tir de barrage de canon de 155.
Il est en haut de la vallée, il est sûr d'avoir de l'eau potable. Parce que c'est vrai qu'un des très gros problèmes qui risque de se poser si jamais on a une situation de crash économique complet, c'est l'eau, hein. Le plus gros problème qui risque de se poser, c'est l'eau. Dans ces cas-là, vous pouvez assez vite vous retrouver dans la situation de ces Argentins, entre autres, qui tournaient le robinet après que l'entretien de leur réseau d'eau ait été privatisé, n'est-ce pas? Qui voyaient couler une espèce de machin jaunâtre, là, en se disant, bon, on le boit ou on le boit pas, comment on fait? Bon. Lui, là, il est tranquille, il est juste sous ses glaciers, il aura toujours de l'eau. Bon. C'est sûr qu'au niveau de la préparation, il faut être de la classe moyenne supérieure en Suisse pour faire ça. Bon. Il y a plein de trucs qu'on peut faire, nous, et qui sont déjà pas mal.